Je vis dans une véritable fantasmagorie. Tout autour de moi est rêve et mirage. C'est dans ce décor maritime, où le réel se dissout entre ciel et mer, que va éclore l'œuvre mélancolique de Léon Spiliart, artiste majeur de la peinture belge du début du XXe siècle. Personnage inquiet et énigmatique, Spiliart dessine le monde à son image. Ostende, ville côtière aux confins de la Flandre occidentale, est transcendée, sublimée sous l'encre noire de l'artiste, au point de devenir le reflet de ses sombres paysages intérieurs. Espace maritime désert, intérieur hanté et autoportrait émacié, Léon Spiliart a su créer ici, à Ostende, une œuvre envoûtante et crépusculaire. Léon Spiliart, né en 1881, au crépuscule du XIXe siècle. Ostende est alors une station balnéaire mondaine, après que les rois belges y installèrent leur résidence d'été. Issu d'une famille de notables, le jeune Léon est l'aîné de 7 enfants, dont 2 meurent en bas âge. Il grandit auprès d'une mère austère et d'un père esthète et fantasque. Le père était parfumeur et il avait aussi un salon de coiffure dans la rue de la Chapelle, qui est une rue en plein centre de la ville. Et il était également fournisseur de la cour du roi Léopold II. Mais en plus, la créativité, il l'avait de son père parce qu'il créait ses parfums lui-même et même des produits de beauté. Et ce qu'il demandait à son fils, c'est de créer les étiquettes pour poser sur les flacons. Les parfums s'appellent Cuir de Russie, Rococo ou Brise d'Ostende. Ils stimulent l'esprit rêveur du jeune homme introverti et de santé fragile qui s'épanouit plus aisément dans l'univers clos familial qu'au collège Notre-Dame. Il n'aimait pas du tout aller à l'école. Il a même dit plus tard qu'il avait une enfance qui était éblouissante et que depuis qu'il a fréquenté l'école, on lui a pris son âme et ça ne l'a pas plu du tout. Et pour le restant de sa vie, il est resté avec ce mauvais souvenir de cette école. Et je crois que ça vient peut-être quand même de sa formation déjà très précoce en littérature. Il aimait la philosophie, il a lu Nietzsche, il a également lu ses contemporains comme Verlaine, comme Mallarmé, comme Rimbaud. Et ça a eu des répercussions dans ce qu'il a reproduit plus tard dans ses œuvres. Comme ces écrivains qui mettent des mots sur l'ennui et le pessimisme qui ronge la fin du XIXe siècle, Spiliart utilise l'encre de Chine, la gouache et les pastels pour matérialiser ce même mal-être. Après un passage éclair à l'Académie des Beaux-Arts de Bruges, refusant l'académisme, Spiliart développe un style personnel et se met à peindre son environnement proche. Une secrète alchimie naît alors entre le jeune artiste et les objets de son quotidien. Il y avait aussi tout à fait au fond une verrière qui servait aussi de stockage pour les grands flacons à parfum et également pour les boîtes qu'il fabriquait aussi lui-même, et il va en faire des natures mortes. Il y a même une plante et il va couper les plants. On voit que c'est quelqu'un qui cadre, qui ne se borne pas à vraiment peindre dans son entièreté les choses. Il va travailler un peu comme un photographe. Ces cadres empêchés traduisent aussi le profond sentiment d'enfermement du jeune homme, souvent confiné dans sa chambre en raison de violents maux d'estomac. L'art est pour lui un moyen de s'évader.
La mer du Nord, qui berce l'existence de Spilliart, offre au jeune homme solitaire un horizon infini. Je ne vois plus devant moi que la grande plaine, le grand ciel et l'espace libre. L'artiste les contemple au quotidien, tournant le dos à l'effervescence de la ville. Il réalise tout au long de sa vie des centaines de marines qui expriment ses différents états d'âme. Selon son état d'esprit, quand il est jeune, quand il se cherche comme artiste, quand il n'est pas apprécié, quand il a décidé à l'encontre de la peinture impressionniste d'employer le lavis d'encre de Chine, de faire ce que nous appelons les marines sombres, on a l'impression qu'il puise dans l'eau de la mer son matériel pour travailler, pour exécuter ces lavis d'encre de Chine. Les marines peuvent être vertes, elles sont bleues, elles sont grises, elles sont mornes, ou alors elles sont lumineuses. Elles sont très, très, très différentes de ce qu'on retrouve dans la peinture de ce moment-là chez les peintres français ou les autres peintres belges. Je crois qu'il n'y a pas moyen de ne pas parler de marine et de ne pas voir la mer comme un échappatoire, comme on a fait une idée d'aller vivre ailleurs. Et on peut très bien en esprit quitter la réalité pour aller vivre sur les vagues et s'y perdre. En 1903, Léon Spilliart a 22 ans. Il rêve de s'expatrier au Congo. Mais sa demande est refusée en raison de ses problèmes de santé. Tout le retient ici, sur cette terre venteuse et embrumée. L'artiste décide alors d'assumer pleinement son ancrage à Ostende et trouve le dépaysement dans l'ambiance populaire du port. Ici, nous sommes dans une partie d'Ostende que Léon Spilliart affectionnait particulièrement parce qu'elle illustrait la vie qui n'était pas la vie de la ville bourgeoise, mais la vie plutôt difficile et sociale d'une certaine couche de la population qui lui rendait quand même sa valeur économique. Nous sommes au quai des pêcheurs. À un moment donné, Léon Spilliart avait, comme un artiste se devait, trouvait-il, il devait se trouver un atelier. Et il a trouvé un atelier sur une mansarde au 3e étage. Il y avait 2 fenêtres. L'une fenêtre donnait sur l'arrière-pays et l'entrée du port. Et l'autre part donnait alors sur ce que nous voyons ici, qui était le chenal, où il pouvait donc très bien observer le va-et-vient des bateaux de pêcheurs et tout ce qui entourait la vie de la pêche d'Ostende à ce moment-là. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas non plus l'acteur principal de toutes ces activités. Ce n'est pas l'homme pêcheur, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la femme. Parce qu'il y retrouvait une valeur humaine qu'il recherchait dans ses œuvres. Elle se présente seule, très souvent, de dos. Donc pas d'individualité. Symbole de l'attente parce qu'elle attend le matin que son mari rentre de la pêche et alors elle reçoit une petite partie de la pêche qui est la pêche des crevettes et elle va avec son grand panier d'osier ensuite à la crier et ou vendre ici le long du Westrap. Je crois qu'en effet Léon Spilliart projetait sur ces femmes de pêcheurs une certaine mélancolie qui le possédait. Lorsqu'il est habité, l'univers de Léon Spilliart l'est presque exclusivement par des femmes. Mais contrairement à la majorité des peintres, Spilliart ne célèbre pas leur beauté ni leur sensualité. Dans ses toiles, les femmes sont des présences menaçantes et fantomatiques. Lui-même se représente abondamment et sous une apparence souvent effrayante, mettant à nu son tempérament d'écorché vif. Ah, si j'étais débarrassé de mon caractère inquiet et fiévreux, si la vie ne m'avait pas dans ses serres. De temps en temps, l'artiste expose ses toiles, mais leur noirceur ne séduit qu'un cercle d'initiés, dont son ami Stefan Zweig. Spilliart vit chez ses parents jusqu'à tard en célibataire et gagne un peu d'argent grâce à des reproductions de maisonnettes, un genre en vogue. Ses maux d'estomac, de plus en plus envahissants, l'empêchent parfois de dormir. Alors il se lève et arpente, telle une ombre, la ville enfin déserte.
Ostende était une ville extrêmement cosmopolite, fréquentée par le beau monde, l'aristocratie de l'époque. Toute l'Europe venait à Ostende et donc ces galeries royales étaient un peu l'endroit où se montrer en journée. Et lui prenait le contre-jour de venir dans ces lieux désertés la nuit. La nuit, c'est le moment où la réalité prend une autre coloration, par définition. Les lieux sont vides et cette digue d'Ostende, avec cette colonnade, avec le bruissement, la rumeur de la mer, tout ça crée une atmosphère assez étrange. Dans ce monde nocturne, propice à la solitude, Léon Spiliart déambule longuement et recompose ses visions de retour dans son atelier, dans un état proche du rêve. La matière du rêve, c'est la matière première de son univers. Parce que le rêve fait un peu le même travail que lui dans sa peinture, à savoir qu'il reconstruit le réel et a tendance aussi à simplifier les éléments du réel pour les orchestrer avec un sentiment de bizarrerie. Bon, il faut savoir qu'à l'époque de Spiliart, le début du XXe siècle, c'est quand même aussi l'époque où il y a une révolution au niveau de la psychanalyse avec Freud et l'univers du rêve. Donc c'est quelque chose qui était très présent dans la réalité de l'époque. L'étoile de Léon Spiliart épouse le contour de ses fantasmagories, mais aussi de ses angoisses. Progressivement, l'artiste éloigne l'horizon. Les volumes sont simplifiés et le style tend vers l'abstraction. Les brise-lames semblent tracer un chemin vers l'infini, soulignant la petitesse de l'homme face au vertige de l'existence. Et Spiliart, dès qu'on a croisé son œuvre, on la connaît. Et autant il y a certaines d'ailleurs thématiques qui sont des thématiques liées à l'époque, autant dans l'époque, il est assez inclassable, parce qu'on ne sait pas s'il est symboliste, expressionniste. À partir de tout ce contexte, de sa vie ancrée ici à Ostende, il a inventé un vrai vocabulaire formel qui n'appartient qu'à lui. Et ça, je pense que c'est la force de l'œuvre de Spiliart, parce qu'à partir de ses propres particularités, de ce propre ancrage local, il a réussi à faire quelque chose d'universel dans lequel chacun peut reconnaître des choses qu'il vit dans son rapport au monde. En 1916, Léon Spiliart se marie enfin. À 37 ans, il devient père. La vie de famille procure à l'artiste une joie de vivre intense. Il peint désormais des arbres chatoyants pour célébrer sa joie et sa paternité nouvelle. Mais lorsqu'on redécouvre cet artiste prolifique qui a produit près de 4500 œuvres au cours de sa vie, ce sont ces 15 années de spleen qui s'imposent comme sa période la plus intense de création et la plus radicale.